Bonjour. Voilà. Je remercie les organisateurs de nous avoir invités pour parler des problèmes de puberté. Mais honnêtement, on a un petit modifié le programme. Initialement, c'était prévu uniquement l'aspect gynécologique chez les filles. Et on s'est permis de parler aussi des garçons et des jeunes hommes qui sont nombreux aujourd'hui ici. Moi, je parlerai plutôt des garçons et Marie, gynécologue, plutôt des filles. Alors, la puberté, les anomalies de la puberté sont fréquents dans le syndrome Charge, puisque dans l'acronyme, il représente le G pour hypoplasie génitale. Hypoplasie génitale qui se voit chez le garçon dès tout petit, devant l'existence des testicules souvent haut placés, non palpés, et une petite verge. Mais avant de vous parler des troubles de la puberté, je vais vous parler de la puberté normale chez la fille et chez le garçon. Alors, chez la fille, le premier signe de puberté, c'est l'apparition d'un développement des seins, qui habituellement apparaît vers l'âge de 10 ans, 10 ans et demi. Parallèlement, l'utérus se développe, puis apparaissent les règles 2 à 3 ans en moyenne après le début des seins. Chez le garçon, le premier signe, c'est l'augmentation du volume des testicules qui fabrique de la testostérone et apparaît les poils, pubis, axillaires, la modification de la voix et en dernier, la moustache et la barbe. Dans les deux sexes, à cet âge, il y a aussi la poussée de croissance, l'accélération de la croissance, sous l'effet des hormones. Ah oui. Ce micro-là sert aux intervenants. Excusez-moi. Donc, ça, c'est la puberté normale. Et puis, quand on parle de retard dans la puberté, chez la fille, quand il n'y a pas de sein à 13 ans, chez le garçon, quand il n'y a pas d'augmentation du volume testiculaire à 14 ans. Au moment de la puberté, il y a aussi une augmentation de la corpulence. Là, je vous ai mis des courbes d'indice de masse corporelle. Vous voyez qu'à la puberté, ça augmente de façon importante. Il y a une augmentation à la fois de la masse maigre, et notamment de la masse musculaire, surtout chez le garçon, et une augmentation de la masse grasse, surtout chez les filles, qui accumulent 2 fois plus de graisse que les garçons. Toujours à la puberté, élément important, c'est l'augmentation de la minéralisation osseuse sous l'effet des hormones féminines dans les deux sexes. Vous voyez là un schéma qui représente la densité minérale osseuse au niveau du dos. Et vous voyez qu'au moment de la puberté, cette minéralisation osseuse augmente de façon importante pour être maximale à l'âge de 25 ans à peu près, puis à partir de 30 ans, déjà, elle commence à diminuer. Donc, lorsqu'il n'y a pas de puberté, il y a un risque d'ostéoporose précoce. Alors, d'où vient la puberté ? La puberté se déclenche grâce à l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est cette petite zone qui se situe derrière les yeux, au milieu, et qui contrôle une autre petite glande qu'on appelle l'hypophyse. Cet hypothalamus, il fabrique une hormone, le GnRH, qui stimule l'hypophyse, qui fabrique d'autres hormones, LH et FSH, et ces LH et FSH stimulent les gonades. Les gonades, chez les filles, ce sont les ovaires. Les ovaires, au moment de la puberté, sous l'effet de la LH-FSH, grossissent et se mettent à fabriquer des œstrogènes qui entraînent l'apparition des signes qu'on a dit tout à l'heure et qui entraînent aussi une fabrication de progestérone de façon séquentielle et l'apparition des règles. Chez le garçon, LH et FSH stimulent le testicule qui grossit et qui se met à fabriquer la testostérone, qui entraîne tous les signes dont on a parlé, et aussi qui entraîne la maturation du testicule et la formation de spermatozoïdes. Mais en fait, tout ça se passe au moment de la puberté, mais déjà in utero, chez le fœtus, plein de choses arrivent grâce
l'hypothalamus se met en route, déjà fonctionne à partir de 20 semaines de grossesse. On détecte des hormones de LH et FSH dès la 20e semaine de grossesse. Pour ça, il faut que l'hypothalamus soit actif et initialement, chez le tout petit fœtus, en début de grossesse, les cellules à GnRH, elles ne sont pas au niveau de l'hypothalamus, mais elles sont au niveau du centre de l'odorat, à la racine du nez. Et ces cellules à GnRH, ces neurones à GnRH, c'est des neurones, ils doivent migrer de la base du nez jusqu'à l'hypothalamus dans le cerveau. Et ceci le long des neurones olfactifs. Or, comme vous a dit Véronique, souvent, très souvent, de façon quasi constante, il existe des anomalies de cette zone. Du coup, les neurones ne peuvent pas migrer ou migrent incomplètement et donc ne sont pas fonctionnels et ne peuvent pas stimuler l'hypophyse in utero. Cela a pour conséquence un défaut de développement de la puberté plus tard. Lorsqu'on regarde les publications, Véronique vous en a parlé, il y a donc très fréquemment des anomalies de l'odorat, très fréquemment dans les publications des anomalies des organes génitaux. Chez 80% des cas des garçons, il y a une petite verge et une anomalie des testicules. Et très souvent, il y a une absence de puberté à cause de cette anomalie de migration des cellules à GnRH. Est-ce que ce retard cette absence de puberté est constante? Non. Quelques adolescents ont une puberté spontanée. Quand on regarde les publications, on dit que 70% des garçons n'ont pas de puberté, 90% des filles ont un déficit gonadotrope, c'est une absence de puberté. Certains ont un démarrage de puberté, mais finalement, elle n'est pas complète. Et par exemple, chez le garçon, le taux de testostérone restera insuffisant. Et chez les filles, il y a un début de développement des seins, mais finalement, elles ne seront pas réglées. Donc, des problèmes de puberté très fréquents, mais pas constants à 100%. Alors, comment fait-on le diagnostic de déficit gonadotrope à la puberté? À la puberté, chez un garçon qui, à 14 ans, n'a pas débuté sa puberté, on l'évoque. Chez la fille qui, à 13 ans, n'a pas encore débuté sa puberté, on l'évoque. On fait une prise de sang qui montre que les hormones sont basses, œstradiol chez les filles, testostérone chez les garçons. Et puis, on demande une IRM. Peut-être que très souvent, d'ailleurs, elle a déjà été faite, mais s'il existe une anomalie des bulbes olfactifs, des voies olfactives, on se dit qu'il y a très probablement un déficit gonadotrope et on discute le traitement substitutif. Dans quelques cas, lorsque vraiment on a un doute, on fait ce qu'on appelle un test au LHRH. Certains de vos enfants ont peut-être eu cet examen qui consiste à injecter du LHRH, du GnRH, et avoir la réponse de LH et FSH. Mais très souvent, de plus en plus, on ne fait plus cet examen. Sur la clinique, sur une prise de sang, sur l'IRM, on pose le diagnostic de déficit gonadotrope et on discute le traitement. Alors, le traitement, qu'est-ce qui va permettre? L'apparition de la puberté, l'accélération de la croissance, l'augmentation de la minéralisation osseuse. Généralement, donc, on commence le traitement après 13 ans, puisque dans le doute, on attend toujours, on espère que ça vienne. À 13 ans chez la fille, 14 ans chez le garçon. Et puis, le traitement consiste à amener les hormones que devraient normalement fabriquer les ovaires. Donc, chez les filles, des œstrogènes, chez les garçons, de la testostérone. Qui est-ce qui prescrit ces traitements? Ce sont soit les pédiatres, soit les endocrinologues. Plus tard, s'il y a
un désir de fertilité, alors là, on est obligé de stimuler la gonade, soit de stimuler l'ovaire avec des traitements par LH-FSH, soit le testicule, pareil, par un traitement de LH-FSH. Ça, c'est les protocoles habituels. Chez le garçon, plus précisément, quand il y a très souvent, dès la naissance, il y a des testicules qui sont en position haute. Pourquoi ils sont en position haute? Parce que, in utero, la LH et la FSH fait descendre les testicules qui sont dans l'abdomen, dans le ventre, dans les bourses. Et s'il n'y a pas de LH-FSH, les testicules restent haut situés et on aime bien qu'ils soient dehors, enfin dans les bourses, parce que la température du corps abîme la fonction des testicules et donc généralement ils sont opérés vers l'âge de 1 ou 2 ans. Parfois, le petit garçon, il a une petite verge, un micro-pénis, et on propose un traitement par testostérone, par injection de testostérone, 2 ou 4 injections dans la fesse. Et ce traitement permet l'augmentation de la taille de la verge en attendant la puberté. Ainsi, pendant toute son enfance, le petit garçon aura une verge de taille normale. Généralement, ces traitements sont donnés dans les 3 premières années de vie. C'est là où ça marche le mieux. Quelques enfants, j'en parle parce que c'est nouveau, mais je sais que certains enfants charges ont eu ce traitement. Ils ont un traitement tout petit pour reproduire la mini-puberté. L'idée, c'est que au moment de la naissance, un garçon, et une fille d'ailleurs, mais un garçon, fabrique des hormones pendant quelques mois, fabrique de la LH, de la FSH, de la testostérone, et peut-être que cette mini-puberté, qu'on ne voit pas d'ailleurs, elle est importante pour la fertilité ultérieure. Donc certains enfants, lorsqu'ils vont bien, ont un traitement par LH et FSH les premiers mois de vie, avec une pompe, pour augmenter la fertilité ultérieure. Mais ces traitements sont encore expérimentaux. On ne sait pas si, à plus long terme, effectivement, on augmentera la fertilité. Au moment de la puberté, là, le traitement ne se discute pas. Il est nécessaire de le débuter pour la croissance, pour la minéralisation osseuse, et puis aussi pour l'augmentation, la virilisation et l'apparition des signes pubertaires. Habituellement, chez le garçon, on propose de la testostérone, c'est sous forme d'injection tous les 15 jours, à toute petite dose, 1/10 de la dose adulte, et c'est fait par une infirmière. Le traitement, il fait pas mal, et il est remarquablement efficace. Sous ce traitement, la croissance s'accélère. Là, je vous ai mis une courbe de croissance d'un jeune homme qui a un syndrome charge, qui a ralenti sa croissance au moment de la puberté, et sous testostérone, il accélère sa croissance et il retourne à son couloir habituel. Le traitement, il est bien toléré et progressivement, on augmente les doses. Est-ce qu'on augmente jusqu'à la dose adulte? Tout dépend du jeune homme, du comportement. Certains ont la dose pleine, d'autres, on s'arrêtera avant. Mais dans tous les cas, on propose un traitement pour tous les effets bénéfiques de la testostérone. Bien sûr, ce traitement n'entraîne pas d'augmentation du volume des testicules, ni de la spermatogénèse. Et si on veut induire une spermatogénèse, un autre traitement est nécessaire. Et c'est pour cette raison qu'actuellement, on peut être amené chez des adolescents de proposer un traitement alternatif qui consiste à injecter de la LH et de la FSH. On ne donne pas de testostérone, on donne de la LH et de la FSH, mais le protocole est beaucoup plus lourd, puisque c'est 4 injections par semaine sous-cutanées
que font les parents ou le jeune homme. Et ce traitement induit une augmentation du volume testiculaire, une stimulation, la fabrication de testostérone, donc c'est plus long, et finalement les signes, l'accélération de la croissance, la minéralisation osseuse, le développement des caractères sexuels secondaires. Et ce traitement est donné pendant au moins 3 ans, et après, on a des spermatozoïdes. Ce type de traitement existe depuis quelques années seulement, et il est proposé surtout si on a un projet de fertilité ultérieure, parce qu'il est beaucoup plus lourd que la testostérone toute simple. Et il est encore en cours d'évaluation lui aussi. Pour la fille, je vais... Merci. Bonjour. Donc pour la fille, évidemment, on ne va pas amener de la testostérone. Donc le traitement va consister à amener les œstrogènes. L'âge de démarrage, classiquement, c'est 12-13 ans. Après cet âge de démarrage, il est discuté également avec nos collègues endocrinologues en fonction de la croissance, en fonction également de la jeune fille, de ce qu'elle souhaite, est-ce qu'elle est prête à démarrer cette puberté. Mais il y a un moment, on démarre quand même. Donc, on amène des œstrogènes. Les œstrogènes sont donc les hormones qui sont censées être fabriquées par les ovaires en cas de puberté spontanée, là qui ne peuvent pas être fabriquées par les ovaires puisque ils n'ont pas la commande de l'hypophyse. Et on va les amener soit sous forme de patch de crème, donc soit par la peau, soit par comprimé. Donc, je ne sais pas, au niveau des jeunes filles qui sont à la salle, vous avez peut-être eu toutes sortes de traitements différents parce qu'il y a plein de façons de les amener. Ce qui est sûr, c'est que les comprimés, ils sont de plus en plus, ils sont de moins en moins donnés chez les jeunes filles pour la croissance. On a l'impression quand même qu'on a des doses, c'est plus facile avec les patchs et la crème. Et surtout, les comprimés sont évités en cas de malformation cardiaque qui a été opérée. Pas dans toutes, mais dans la plupart. Donc les patchs, la crème, qui sont donnés par toutes petites doses, qu'on va augmenter progressivement tous les 6 mois à 1 an, en fonction de comment se développent les seins, en fonction de comment grandit la jeune fille. Et dans un deuxième temps, alors généralement au bout de 2 à 3 ans, on va amener la deuxième hormone censée être fabriquée par les ovaires, qui est la progestérone. Donc pendant que les seins ont poussé, l'utérus a grandi. L'utérus a grandi, il s'est préparé à pouvoir donner des règles. Et quand on amène la progestérone, cet utérus qui est prêt à donner les règles, eh bien, il va pouvoir justement les fabriquer. On va avoir les premières règles. Dans un deuxième temps, donc on a amené les œstrogènes, la progestérone. Et donc les jeunes filles vont avoir un traitement au long cours pour avoir leurs hormones à base d'œstrogènes et de progestérone. Ce qui est intéressant, c'est que quand on amène ce traitement, on sait quand les règles vont arriver grâce à la progestérone, mais on peut également donner ce traitement de façon à ce qu'il n'y ait pas forcément des règles tous les mois si c'est quelque chose qui est compliqué. Mais dans tous les cas, il faut l'avoir, avec ou sans règles. Donc justement, l'arrivée des règles, ça peut être un petit peu stressant. Ça peut être un petit peu stressant pour la jeune fille et ça peut être un petit peu stressant pour l'entourage, pour les mamans, les papas, pour tout le monde. C'est une période de transformation, la puberté. Donc ça peut être en décalage chez certaines jeunes filles avec leur maturité affective. Et on va préparer les jeunes filles. Alors on prépare toutes les jeunes filles à l'arrivée des règles, qui a un syndrome Charge, qui n'est pas de syndrome Charge, mais on va être un peu plus vigilant quand même chez les jeunes filles qui ont des fragilités. Et on peut se permettre en plus de planifier, d'autant quand on sait quand les premières règles vont arriver. Et déjà, rien que ça, c'est important parce que nous, les médecins, quand on va donner la progestérone, on n'est pas obligé de le faire parce que c'est le moment maintenant. Est-ce que ça ne sera pas plus simple de le faire, par exemple, pendant telle période parce que vous êtes en vacances, à la maison, tranquille, et justement, ça va permettre d'être dans le coin et d'accompagner, pourquoi pas? On peut planifier la date des premières règles et donc autant le faire. Et d'autant plus quand il y a un traitement, ce qui n'est pas vrai pour les jeunes filles qui n'ont pas de traitement, avec la progestérone, on va pouvoir savoir exactement quand dans le mois ça va arriver les règles. Mais puisqu'on sait quand elle va arriver grâce à la progestérone, on a le droit aussi de se dire on va peut-être le mettre un peu plus tard ce mois-ci parce que ça ne serait pas pratique que ça arrive là. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles pour anticiper les premières règles, pour anticiper les premiers cycles. Et avant même de mettre la progestérone, on peut s'entraîner à changer des protections menstruelles. On peut entraîner les jeunes filles. Si on se rend compte que dans leur coordination, leur motricité fine, c'est compliqué, et c'est compliqué, les protections menstruelles, quand la motricité fine n'est pas parfaite, on va proposer les techniques de change simplifiées comme les culottes menstruelles, par exemple. Il y a plein de choses à faire, et il y a des sessions de préparation de plus en plus qui existent pour toutes les jeunes filles, pour les aider à l'arrivée des règles. Donc, on anticipe.
Et quand les règles sont là, dans la majorité des cas, tout va bien et heureusement, parce qu'on s'est bien préparé, parce que les jeunes filles étaient prêtes, parce que ça roule. Et puis parfois, évidemment, c'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est vrai pour tout le monde. On peut avoir des symptômes gynécologiques, on peut avoir des douleurs pendant les règles, on peut avoir des règles abondantes, donc il ne faut pas hésiter à le dire au médecin. On peut avoir des règles qui induisent des troubles du comportement chez certaines jeunes filles qui sont sensibles, par exemple, à la vue du sang, qui ne supportent pas des sous-vêtements qui sont humides, et ça peut induire des troubles du comportement. On parle des troubles dans la gestion des règles. On a beau avoir anticipé, c'est pas facile. Ou bien les jeunes filles, elles sont en train d'acquérir de l'autonomie dans plein d'autres choses, et les règles, c'est un petit peu en trop à ce moment-là. Donc elles n'arrivent pas à gérer. Elles ont une autonomie qui est partielle ou complètement absente dans la gestion des échanges, qui rendent la situation compliquée tous les mois. Dans de rares cas où, par exemple, il y aurait une épilepsie, ça peut déséquilibrer des pathologies, mais pas que l'épilepsie. C'est juste que c'est l'exemple le plus flagrant pour les gynécologues. Et dans certains cas, on peut être amené à proposer, ces règles, elles sont compliquées. On va évidemment, dans un premier temps, essayer de gérer les symptômes, discuter avec la famille, discuter avec la jeune fille de ce que les jeunes filles veulent. Il y a des jeunes filles qui ont des règles compliquées, qui ont du mal à gérer, mais qui veulent leurs règles. Et c'est évidemment la priorité d'avoir ces règles en simplifiant au maximum le vécu. Mais dans certains cas, on va proposer, peut-être que c'est un peu trop compliqué. Comme je vous ai dit, quand il y a des traitements, on peut proposer des traitements où il n'y a pas forcément de règles. Et donc, on peut proposer d'arrêter les règles. Pas forcément du tout de façon définitive. Ça va vraiment dépendre au cas par cas. Il y a des jeunes filles qui ont leurs règles que pendant les grandes vacances, parce qu'en fait, c'est le moment le plus facile pour les avoir. Mais tout est envisageable. Et alors, le besoin contraceptif, si on ne le recherche pas, on ne saura pas forcément. Donc ça, c'est vraiment le côté plus gynécologue qui parle. Je sais que les pédiatres, quand ils connaissent les enfants depuis tout petit, ils ne posent pas forcément la question, mais c'est normal, nous on est là pour ça. Donc on pose la question, est-ce qu'il y a besoin de contraception ? Évidemment, on ne pose pas la question comme ça, il faut amener un petit peu le sujet. Et justement, est-ce que s'il y a un besoin de contraception, est-ce qu'il faut donner une contraception ? Parce qu'on a dit, chez les jeunes filles, quand l'hypophyse ne fonctionne pas, elle ne stimule pas les ovaires. Donc, si elle ne stimule pas les ovaires, en théorie, il n'y a pas d'ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, est-ce qu'il faut proposer la contraception ? La réponse, c'est oui. On ne sait pas. Il n'y a vraiment pas d'ovulation, pas beaucoup. Mais on dira toujours qu'il faut une contraception. On ne se pose pas la question. Et est-ce qu'on peut, du coup, proposer tous les moyens de contraception aux jeunes filles ? Donc là, on ne parle que des jeunes filles. Il n'y a pas de moyens de contraception pour les garçons, malheureusement, médical. Il faut une contraception qui soit compatible avec son état de santé. Je vous ai dit, les pathologies cardiaques, ça peut être une contre-indication, par exemple, amener les œstrogènes par la bouche. C'est vrai également pour les moyens de contraception. En cas de pathologie cardiaque qui a été opérée, dans la plupart des cas, on n'a pas le droit à toute une partie de la contraception disponible. Et en plus, quand on doit proposer un moyen de contraception, si c'est une jeune fille qui a un hypogonadisme hypogonadotrope, donc chez qui on a besoin d'amener les hormones, il faut qu'on trouve une solution pour qu'elle ait à la fois sa substitution en œstrogène, mais qu'en plus elle soit protégée d'une ovulation intempestive et d'une grossesse non désirée. Donc ça peut être un vrai casse-tête, mais on s'en sort. Et enfin, on a dit qu'on allait parler de la vie affective et de la sexualité. Donc l'idée, c'est pas de donner des conseils pratiques ou quoi que ce soit, c'est juste de vous donner les outils et de parler de l'importance. Parce que quel que soit mon corps qui ne fonctionne pas comme tout le monde, ou mon cerveau qui est différent, que je ne vive pas dans ma famille, j'ai un cœur comme tout le monde, j'ai aussi un sexe et j'ai le droit à une éducation à la sexualité. Et ça, on en parle de plus en plus parce que ça peut être mis de côté et ça semble primordial chez ces jeunes gens. Alors, qui va faire cette éducation ? Alors, pas que à la sexualité, j'écris sexualité, mais aussi à la vie affective, à la relation aux autres, en couple, par exemple. Donc, par qui ? Évidemment, les parents, la famille, les institutions, donc institutions, établissements scolaires, les intervenants extérieurs. Vous verrez qu'il y a plein d'associations qui existent pour aider à l'éducation à la vie affective, et également le corps médical. Alors, je mets le corps médical, mais moi, par exemple, en consultation, je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, mon travail, ça va être de vérifier, est-ce que cette jeune fille, parce que je vois pas les jeunes garçons, mais est-ce que cette jeune fille, elle a accès à une éducation à la vie affective, et par qui ? Et s'il n'y en a pas, c'est de donner ces outils pour aider à le mettre en place. Donc, comment ? Ça peut être des sessions individuelles, ça peut être des sessions en groupe, par des jeux, et il existe plein de supports physiques ou numériques maintenant. Et pourquoi ? Pour permettre une sexualité épanouie seule ou avec une partenaire,
en toute sécurité, et ça c'est le plus important, et protéger également ces jeunes des violences sexuelles. Et donc, voilà, comme je vous disais, l'idée, c'est pas d'être des conseils pratiques ou quoi que ce soit, mais vraiment de vous dire qu'il existe plein d'outils et plein de ressources, parce que c'est un vrai challenge, c'est important de le faire, mais c'est pas facile, et on ne sait pas toujours comment faire et à qui s'adresser. Donc déjà, juste, si on amène une jeune fille chez un gynécologue pour discuter de tout ça, prévenir le gynécologue que si cette jeune fille a un handicap, a des particularités, pour aider aussi les médecins à se préparer à cette consultation et à communiquer de façon adaptée. Et il existe un super site qui s'appelle HandiConnect, par exemple, où on a accès à plein de bandes dessinées, plein d'iconographies. Et je ne vous ai pas mis volontairement juste la gynécologie parce que il y a également plein d'examens différents. Donc là, par exemple, il y a des bandes dessinées sur la puberté, sur l'examen gynécologique. Alors juste en passant, on ne fait pas d'examen gynécologique aux adolescentes, jamais. Enfin, très 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 rarement, mais vraiment si on emmène une adolescente en conseil de gynécologie, elle ne sera pas examinée. On est très très bavard, on va juste papoter principalement. Voilà, il y a également des bandes dessinées sur par exemple les maladies sexuellement transmissibles, sur la contraception, ce que c'est, et il y a toute une iconographie disponible pour les soignants, pour les parents en ligne pour expliquer plein de choses. Et je vous ai mis autre chose, mais par exemple, un scanner. Bon, il y a aussi l'IRM, moi je ne prescris pas de scanner, mais imaginons qu'une jeune personne a un examen à faire, c'est des ressources qui sont disponibles pour lui expliquer comment ça va se passer avec des dessins très réalistes. Ensuite, pour communiquer. Communiquer, on ne sait pas tout signer, malheureusement, mais on a plein d'outils pour s'affranchir de ce manque de communication. Et on peut utiliser les pictos. Il y a des pictos qui existent sur des applications qui sont gratuites à destination du soignant et du patient. Alors pas forcément adaptées seulement à la gynécologie, bien sûr, mais par exemple là à droite, ça marche plus, mais c'est pas grave. Mais sur à droite, ça va être sur par exemple décrire une douleur, mais même pour les douleurs de règles, comment ça fait la douleur ? Est-ce que ça pique ? Est-ce que ça gratte ? Enfin, voilà, on a plein d'outils disponibles pour pouvoir favoriser la communication. Et évidemment, on s'aide beaucoup des parents. Après, il y a des pictogrammes qui existent spécialement pour la vie affective et la vie sexuelle. Et donc, par exemple, là, juste cette notion très simple de consentement avec le oui, non, j'aime, je n'aime pas. Bon, il y en a plein d'autres que je ne vous ai pas mis, mais c'est pareil, ce sont des outils que vous pouvez utiliser, que les éducateurs dans des institutions peuvent utiliser, que les médecins peuvent utiliser, qui sont disponibles en ligne. Et je laisse le diapo et il y a tous les liens en dessous pour retrouver tout ce que je vous présente aujourd'hui, qui existe. Donc évidemment, il n'y a pas que le consentement, il y a des tonnes et des tonnes de pages, mais que je n'ai pas forcément voulu mettre dans ce diaporama. Et enfin, extrêmement important, il y a énormément d'associations et de ressources qui peuvent aider à titre individuel des jeunes filles, des jeunes garçons qui se posent des questions parce qu'ils ont des difficultés, parce qu'ils ont un handicap, une particularité qui rend leur vie sexuelle peut-être compliquée ou s'ils ne savent pas comment faire. Et donc je vous ai mis par exemple un documentaire, il y a un livre, il y a des associations, donc Sexo Solo, et plein d'associations qui existent, quelles que soient les difficultés rencontrées en fait. Donc c'est pareil, je vous ai laissé le diapo avec toutes ces coordonnées, et c'est important de les contacter s'il y a besoin. Et ces associations, elles proposent également des formations. Et alors ensuite, comme on a dit, il faut aussi prévenir, dénoncer les violences. Il faut apprendre aux jeunes gens ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et si c'est pas normal, il faut leur apprendre à le dire. Que ce soit une situation qu'ils ont vécue, une situation dont ils ont été témoins. Et donc, il existe également des dépliants qui sont adaptés à tous les niveaux de compréhension, des numéros qui existent, qu'il faut connaître. Enfin, qu'il faut connaître, même vous en tant que parents, en tant que soignants, qu'on doit connaître, en tout cas savoir qu'ils existent et pouvoir les retrouver. Et pareil, parce que des numéros à appeler, j'imagine, quand on est malentendant, évidemment, c'est pas facile, mais il existe également des ressources pour dénoncer, pour informer, enfin voilà, par chat. Donc on peut aussi dénoncer une situation de violence. Alors c'est plutôt sexuel, sexiste, conjugal envers les femmes, mais évidemment, je pense qu'on peut l'utiliser si on est un homme et qu'on est victime de discrimination. Mais voilà, il y a tous les supports qui sont possibles. Et ce chat, par exemple, il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même dans les situations
d'urgence absolue. Et ce sont des policiers qui répondent directement sur le chat pour aider et qui peuvent envoyer de l'aide. Bon, je ne souhaite à personne de devoir faire appel à ce chat en situation d'urgence, mais il a le mérite d'exister et c'est quelque chose quand même qui mérite, dont on doit parler. Ça existe. Voilà, je vous remercie pour votre attention.